Dragon Ball, j'ai dit là, je ne fais que regarder Dragon Ball, je ne sais pas pourquoi. Ces temps-ci là, je ne fais que le regarder, les épisodes, et franchement ce truc-là, après dit tout ce qu'on veut, hein. Toriyama et son équipe, parce que oui, il était pas seul, il a vraiment, c'est vraiment intemporel, ça a tellement posé les bases de tout ce qu'on va voir après. Tout ce qu'on va voir dans la narration, dans l'exécution, dans l'écriture des personnages, dans les codes de trucs. C'est vraiment les gars. Et c'est là où je me dis vraiment les Japonais, s'ils ont bien un truc qu'ils ont réussi, c'est ça. Hein, dans l'animation, ils ont réussi vraiment à conquérir le monde. Grâce à l'animation japonaise, hein. Parce que même les Américains maintenant, pour qui les Américains fassent de l'animation qui truc, il faut qu'ils piquent des codes de manga, quoi, parce que c'est eux c'est eux les boss, hein, c'est eux les boss, l'animation c'est plus c'est plus les États-Unis. Regardez les scores des films comme Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, tous ces trucs là que je connais même pas, j'ai jamais regardé. Le box office, vous comprenez bien que les gars sont des génies, quoi. Que les gars, ce sont eux qui trucs. Et Dragon Ball est un peu l'exemple type de ça. Dragon Ball a remplacé dans la mémoire collective des gens les trucs un peu comme, je sais pas, un peu. Vous voyez un peu ce que Mickey a représenté un peu pour Disney pendant de longues années. Bah, Dragon Ball a remplacé ça, quoi. Dragon Ball a remplacé ça, quoi. Donc, voilà un peu comment les choses commencent à changer, à évoluer. Le truc est là, comme je vous dis, j'avais prévu de faire un arc, de parler un peu de l'arc qui a vraiment, pour moi, changé le shonen à tout jamais, le shonen Neketsu à tout jamais. L'arc des Saiyans, l'arc des Saiyajin, des Saiyans et des Freezer. Parce que quand il faut repartir un peu à l'essence de Dragon Ball, ça me dérange un peu que je risque de refaire ce sujet-là avec mon ami Charles Connu, qui est un meilleur connaisseur de Dragon Ball que moi, je dois l'avouer, parce que vous voyez comment je passe souvent en profondeur de Dragon Ball, mais lui c'est vraiment le fan de Dragon Ball par excellence et tout. Dragon Ball à la base, c'est juste à la base avant le truc, c'est quelque chose où c'est vraiment d'abord un truc comique, plus ou moins, c'est-à-dire un peu plus ou moins comique, un peu avec, c'est-à-dire dans Dragon Ball à la base, avant, dans la période enfant et début de Z et autres et tout, avant le début de Goku, l'histoire reste centrée sur des aventures humoristiques, des tournois d'arts martiaux, des quêtes humaines surnaturelles, des antagonistes puissants mais terriens. C'est-à-dire Pai Pai, Piccolo, Damao, Tenchi, Han. C'est-à-dire l'univers reste limité à la Terre avec des enjeux à la taille humaine et toujours dans plus ou moins un humour. C'est vrai qu'on peut dire que à un moment donné, il y a eu quand même des morts, la mort de Krillin un peu dans l'arc de Piccolo Damao. Et plus ou moins, on a eu affaire à un truc qui reste linéaire comme ça. C'est-à-dire que l'arc des Dragon Ball était quelque chose qui était vraiment terrestre et tout. Et pour l'arc des Saiyans, c'est quelque chose qui a commencé à changer, à marquer la rupture complètement de cette saga. Déjà, Toriyama devait arrêter cette saga depuis très longtemps. C'était même encore mon ami Charles qui m'en parlait ça déjà à l'époque. Il disait Toriyama aurait dû arrêter déjà dès le si je me souviens bien, dès le premier tournoi là, avec Jackie Chun, c'est là où il voulait arrêter même déjà Dragon Ball. Mais avec le succès, le truc, il a poussé tous les trucs, il voulait arrêter même encore après le deuxième tournoi et tout. Après Piccolo Damao, il voulait arrêter. Puis, il voulait même arrêter encore après le truc avec Satan Petit Cœur, le truc là où il a commencé à changer le ton un peu, qui a lancé déjà le ton de Z un peu plus ou moins. Et il a continuer justement le deuxième arc un peu Dragon Ball Z, la partie Z un peu, même si ça s'appelle toujours Dragon Ball, hein, mais c'est dans l'anime qu'ils mettent le Z un peu là et tout.
C'est venu avec cet arc-là, l'arc des Saiyans, l'arc qui change complètement, l'univers explose littéralement. C'est-à-dire que là, il y a la révélation des planètes, des races, des empires, il y a une apparition de hiérarchie, de puissance galactique, il y a des destructions du monde entier, il y a des guerres interstellaires. Bref, c'est le moment où Dragon Ball devient un space opéra martial. Et clairement, on voit à partir de ce moment que l'influence vogue à partir de Star Wars. Star Wars qui est un space opéra et autres. Star Wars a une énorme influence à partir excusez-moi. À partir de ce moment, la saga devient Star Wars, puisque ça commence à se dérouler dans l'espace, ça commence à devenir un récit galactique. Comme on commence à découvrir beaucoup de choses, et même pas la rupture qui était sur la portée de l'histoire. Maintenant, il y a une rupture même dans la nature des personnages. Juste pas le personnage principal qui est Goku, qui est réinventé. Avant, Goku s'était perçu dans Dragon Ball comme un néo naïf. Terrien, un artiste martial pur, prodige un peu terrien simple puis issu des arts martiaux. Et après la révélation identitaire, Goku devient un alien. Il appartient à une race génocidaire. Il aurait dû détruire la Terre. Son caractère d'où devient un accident de petite enfance. Cela ouvre une dimension tragique un peu, que Goku n'est pas seulement un héros, il lutte contre sa nature qui nie. Et c'est là où c'est super intéressant un peu. C'est super intéressant parce que ça parle déjà, c'est pour ça que j'aime beaucoup tout le thème un peu de l'arc des Saiyans d'abord. Ça parle de la question de l'identité. Qu'est-ce qui constitue ton identité? Où tu viens, ou la culture qui t'a fait autour. Et ça, c'est tout le débat avec le personnage qui va réapparaître maintenant dans la saga, le personnage de Vegeta. Et Vegeta, c'est un peu ce que Goku aurait dû être. Vous savez un peu, moi quand je regardais un peu ça, quand j'étais petit, je ne voyais pas encore tous ces thèmes-là. Je n'avais pas encore conscience des thèmes et tout. Je savais pas encore. Ça a commencé en écrivant plus ou moins un peu des petites histoires, des trucs autres, que je me suis rendu compte maintenant des thèmes qui sont développés, des trucs comme ça. Surtout même le livre là, ça c'est un livre, pour ceux qui veulent apprendre des scénarios, écoutez, regardez beaucoup le livre de Joseph Campbell là. J'ai oublié encore comment ça s'appelle encore. L'homme aux mille visages, ouais, de Joseph Campbell. Et allez regarder ce livre là, c'est un livre qui apprend beaucoup vraiment sur l'écriture des scénarios, etc. Et ce thème de l'identité, c'est vraiment ce qui porte tout autour de la saga des Saiyans tout d'abord, parce que tout tourne autour de qu'est-ce qui fait de ton identité? Ton identité, est-ce que c'est ton sang, c'est-à-dire d'où tu viens, ou ton identité c'est la culture qui t'a fait, c'est-à-dire les gens autour de toi qui t'ont élevé, auquel tu as grandi et autres et tout le personnage de Goku devient un porte-parole un peu de ça et tout. Et c'est pour ça que je trouve que pour arriver un peu loin là-dedans, le combat Goku et Vegeta, c'est l'un des combats les plus marquants de l'histoire du shonen, parce que c'est pas juste dans le fight, la chorégraphie et tout ce que je l'ai dit, que je l'avais déjà sorti même plus ou moins ce sujet-là, vous le voyez apparaître sur votre écran, hégémonie sociale, c'est-à-dire c'est une lutte vraiment d'hégémonie sociale sur l'identité. Moi, le Saiyan, moi Vegeta, je suis un Saiyan pur qui représente un peu les siens pour dominer les autres, là où Goku est un Saiyan déraciné qui a été élevé dans la culture terrienne et dont il nie ses racines un peu Saiyan et autres et tout. Et tout ce combat, toute cette saga tourne autour de ça. Dès l'arrivée de Raditz déjà, qui le questionne sur pourquoi il a coupé sa queue. Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Oh, mais... Kakarot, ta queue... Oui, quoi? Qu'est-il arrivé à ta queue? Ah, ça fait longtemps que je m'en suis débarrassé, et alors? Oh, malheureux, comment cela est-il possible? Tu te rends compte de ce que tu as fait?
Mais je comprends tout. Voilà pourquoi tu es devenu si proche des habitants de cette planète. Ça suffit. Écoute bien ce que je vais te dire. Que je vienne d'une autre planète ou que tu sois vraiment mon grand frère, ça m'est complètement égal. Ceux qui font ces choses horribles que tu as décrites n'ont aucun rapport avec moi. La naissance de son enfant qui est aussi une sorte de... Il est un mix race, puisqu'il est né d'un parent saïen et d'une mère terrienne. Il y a tous ces trucs là-bas. Et même avec le personnage de Gohan, il y a ce rapport même encore sur l'identité. Parce que quand on regarde l'évolution du personnage de Gohan, même déjà dans cet arc-là, tu peux voir que sa formation et son identité est formée beaucoup plus par Piccolo qui est son maître et plus ou moins son père spirituel, puisque son père n'était pas là pour le former dans les premières années, et c'est son Piccolo qui s'est occupé de sa formation, d'où la symbolique où la plupart du temps Gohan porte la tenue de Piccolo que la tenue de Goku. C'est la plupart du temps dans presque toute la série jusqu'à la fin. Donc j'ai vu là que j'aime pas trop là où tu vois notamment que c'est Piccolo qui porte que c'est Gohan porte la tenue de Piccolo. Lui aussi sur Gohan aussi il y a la question de l'identité. La question de l'identité par rapport à il a l'éducation vient de Piccolo, son éducation, sa formation vient de Piccolo. Donc tout ça est développé dans cet arc là. Il faut aussi ajouter le personnage de Piccolo, parce que le personnage de Piccolo aussi, c'est un Namek déraciné. Même le personnage de Piccolo subit aussi cette question de l'identité quand il découvre qu'il vient de la planète Namek. Huh? The green one's from Namek, isn't he? Yes, he's from Namek, all right. No wonder Raditz had such a hard time with him and Kakarot. I'm from Namek. So, I'm from the planet Namek. I can't believe it. But at the same time, I know it's true. I want to thank you. Because of you, I now know that I come from the planet Namek. But this is my planet now. Puis ça se prolonge un peu, comment on appelle ça? Ça se prolonge un peu aussi à l'arc Freezer où il arrive pour la première fois à sa planète natale. Et plus ou moins aussi, il y a un questionnement sur... Il y a aussi c'est-à-dire qu'il subit aussi ce questionnement sur l'identité aussi, plus ou moins aussi. Il y a aussi ce rapport-là. C'est pour ça que ça ne touche pas seulement les héros, ça touche plus ou moins un peu les personnages principaux de la saga. Et Piccolo même aussi, quand on peut continuer même un peu dans la saga, en dehors de la saga, il y a un moment donné, le Gohan lui demande mais pourquoi tu n'es pas rentré avec les Namek? Hey Piccolo, do you mind if I ask you about something? What's that? Well, when Dende and the other Nameks left to resettle on that new planet, you could have gone with them. I was wondering why you chose to stay here with us. They're your people. Well, I might join them someday. But for now, I feel like my mission is here on Earth. Sometimes connections between people run deeper than where they're from or what color skin they have. Et tout, il dit que j'ai pas grandi avec eux, je n'ai pas de truc avec eux, j'ai plus grandi sur Terre, même si je suis un Namek, je suis quelqu'un qui a grandi sur Terre, donc mes acquaintances sont beaucoup plus sur la Terre que le Namek. Donc il y a toujours eu ce questionnement de l'identité dans cette saga, parce que cette saga portait uniquement sur ça. On revient sur notre vidéo. Et tout ça est développé magnifiquement bien, les autres et tout. Et ce qui était aussi dans la rupture aussi, parce qu'il faut se mettre un peu à l'époque. Hein. Quand je regardais un peu les épisodes, plus ou moins, je me mettais un peu au contexte de l'époque, de comment ça a dû être choquant, la dimension tragique qu'il y a eu dans cet arc-là. Parce que, faut vous rappeler un peu, on quitte de Dragon Ball qui a un ton beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, comment on dit, comédie d'aventure et tout, à un drame héroïque. Là-bas, à un moment donné, la mort devient un outil narratif. Il y a énormément de morts. Tous les personnages qu'on a vus dans le côté comédie et tout, meurent violemment. Que ce soit Piccolo, que ce soit Yamcha, que ce soit Tenchian, que ce soit Chaozu, que ce soit tous ces personnages-là. Ils meurent violemment comme ça. Et tout. Et ça apporte une dimension tragique vraiment
à l'œuvre et Dragon Ball verse dans quelque chose d'une tonalité beaucoup plus sérieuse que le truc de comédie d'aventure qu'on avait un peu dans les anciennes dans l'ancienne série un peu du début un peu. Et c'est là où je me suis dit mais ça a dû quel choc ça a dû être. Et autres et tout, et les morts ne sont pas des morts trucs, hein, l'autre qui se fait exploser, Tenchian qui perd son bras, Chaozu qui se fait écraser, il s'auto-détruit, Piccolo qui prend une rafale. Donc ici des morts tous très tristes les unes des autres. Et c'est quelque chose qui a marqué vraiment le ton de la série, qui a changé le ton de la série, et qui pour moi peut-être a même changé le ton de comment on fait le shonen. Parce que tout cet arc-là, toute la dimension de cet arc-là, vous le voyez après dans tous les gros shonen que vous avez connus après. Je pense à Naruto ou je pense même à Mario Academia. Par exemple, je pense à le code de Dragon Ball Z qu'on voyait tout le temps. C'est-à-dire, les combattants sont là, ils sont en train de faire face à l'ennemi. L'ennemi fait rage et autres et tout, arrive à assassiner au tout. Et au dernier moment, le héros Goku vient pour sauver le truc. On a vu ça tout le temps. Vous pouvez l'avoir, je peux vous montrer ça dans Naruto avec Pain. Quand les gars sont le truc, Pain va exploser et autres et tout. Après, il y a ce truc là où on va appeler un peu quand Clint dit Goku où tu es, autres et tout. C'est la même chose un peu comme tu vois, je sais pas si Hinata. Ouais, Hinata, le personnage féminin un peu de Naruto là, qui dit ouais Naruto où tu es, et il apparaît de la même façon. Idem aussi quand il y a le combat de All Might et Nomu où les élèves sont embarqués, autres tout, c'est la même structure où tu vois Goku, tu vois All Might arriver au dernier moment pour sauver les trucs. Même à un moment donné vers la fin de l'arc de la fin du manga Mario Academia, quand Bakugo est en train de faire le truc et que l'autre vient à la fin, comment il s'appelle, Midoriya vient un peu à la fin pour sauver un peu tout le monde quand tous les autres sont un peu mis à terre par l'ennemi un peu. C'est le code de cette saga Saiyan de Dragon Ball que vous avez vu. C'est un code qui revient tout le temps, et c'est la saga là qui a apporté ça. Tous les shonen Neketsu qui ont refait ça, quand je vois toujours un truc qui est semblable un peu à ce délire là, je me dis merde, c'est la saga des Saiyans là qui a apporté ça là, ce jutsu là. C'est dans la saga des Saiyans que tu as vu ce jutsu là, et que tout le monde reprend le même, tous les gars shonen Neketsu reprennent le même procédé narratif un peu là et autres. C'est pour ça que pour moi c'est quelque chose que j'avais envie vraiment de parler. Le truc là-bas, il y avait vraiment le délire de la montée en puissance et tout. Et surtout, c'était ça un peu. On était beaucoup dans ce thème-là et tout. Et sur la saga, et quand elle continue plus ou moins sur la saga Freezer, où ça vraiment encore, on entre encore plus maintenant dans l'espace, puisqu'il y a le voyage de Krillin, il y a le voyage de Gohan, tout, il y a le personnage de Freezer, l'incarnation du mal absolu. Je pense que c'est même le méchant le plus marquant de la saga, devant tout le truc, le méchant qui a fait la saga Dragon Ball, la partie Z, c'est Freezer, parce que Freezer incarne le méchant absolu de Dragon Ball, et pas parce que il est juste méchant ou tout, mais parce qu'il incarne un peu une vision un peu de la colonisation, un peu, parce que quand on regarde un peu les peuples Saiyans et les peuples et Freezer, plus ou moins, ils ont un rapport de force qui est assez particulier, qui a un rapport d'asservir le peuple. Il y a un thème, surtout dans la saga de Freezer, qui est un thème de l'exploitation des peuples et du colonialisme un peu, par les génocides, la domination par la peur. Quand tu vois le peuple Namek qui se fait décimer, quand tu vois le peuple des Saiyajins qui ont été décimés aussi, et qui étaient sous la coupole d'un Freezer, et je me dis souvent, bon, c'est moi, hein, je fais un peu mes théories, je pense pas que Toriyama a allé celui-là, je dis que les coïncidences et autres, le fait de l'avoir fait blanc comme ça, et qu'il est un peu le mec qui je sais pas, qui colonise un peu les peuples, les trucs comme ça, je me dis est-ce que c'est pas exprès que tu as fait un peu ça là? Je sais pas, si je dis ça, je dis faut pas que les Toubabs commencent à venir m'attaquer ici sur la page là, mais je dis le truc de Freezer blanc colonisateur là et tout là, est-ce que c'est pas moi qui lis
qui lit trop pour rien là, ou que tu as voulu faire le truc. Je veux pas faire trop de lecture et tout, mais Freezer c'est vraiment une allégorie du colonialisme intergalactique, de l'exploitation du peuple, du génocide, de la domination par la peur. Il a un tyran qui écrase les faibles. Il est l'incarnation aussi d'un système violent qui broie les individus du pouvoir sans limite et sans morale, sans miré ni morale. Il est vraiment c'est ça que le personnage de Freezer incarne, et ça part la partie de vraiment de la saga de Freezer montre beaucoup ça à travers le truc. Et il y a aussi une évolution même aussi sur le personnage de Vegeta aussi, qui est cruel, hein, qui est truc, mais dont on commence à tomber un peu en empathie, plus ou moins, même s'il devait mourir là, parce qu'à la base le personnage devait mourir là, ne jamais revenir. C'est que les fans ont tellement kiffé que le personnage est revenu. Et souvent même ça aussi c'est quelque chose qui me désole. Souvent les gens aiment beaucoup Vegeta par rapport à Goku, pour des raisons un peu erronées, parce que j'aime beaucoup casser ça. Je vais un peu faire un peu une aparté sur ça. Les gens adorent beaucoup le personnage de Vegeta par rapport à Goku pour des versions erronées, en sous-entendant que Vegeta est un peu une sorte de hustle grind, quelqu'un et autres. C'est vrai que Vegeta, de tous les personnages de la saga Dragon Ball, il est le plus humain par son évolution, par le truc. C'est pour ça qu'il y a un peu cette forme d'identification un peu des téléspectateurs, un peu par rapport à des téléspectateurs ou des lecteurs par rapport un peu à ce personnage là. C'est pour ça qu'il est très très populaire, même plus populaire souvent, je trouve, même plus les mêmes pouvoirs, plus populaire chez Goku et autres et tout. Mais je trouve que la compréhension de ce personnage là est erronée. Il est erroné. C'est pas un personnage, c'est un personnage humain, mais c'est pas quelqu'un qui est censé nous inspirer. C'est souvent que c'est un personnage auquel on peut s'identifier, mais c'est pas un personnage auquel on peut s'inspirer. Parce que quand tu sais un peu pourquoi Toriyama a créé ce personnage, il s'est inspiré de quelqu'un qu'il détestait. Et surtout, maintenant, chacun prend l'œuvre comme il est, blablabla. Bla, bla. Si ça t'inspire dans la vie, tu prends, ok, d'accord, je comprends le truc. Mais globalement, la volonté n'est pas de vous inspirer avec ça. Le personnage qui est inspirant, c'est Goku, pas Vegeta. Pourquoi ? Parce que Vegeta, c'est quelqu'un que on voit toutes les choses qui n'avancent pas. C'est-à-dire, c'est un personnage qui n'apprend pas des autres, qui a une vision individualiste un peu de la vie. C'est quelqu'un qui est un surdoué. C'est un surdoué. C'est un véritable surdoué. Quand tu regardes un peu l'histoire de Bardock contre Freezer, il est de l'élite. C'est un bourgeois. C'est l'élite Saiyan. C'est le fils de prince, un prince, et tout ça. Toute sa problématique dans la saga Dragon Ball, c'est de faire rejoindre sa place de prince que Goku casse en montrant qu'il est supérieur à lui, parce que Goku le bat dans le truc, et il ne peut pas supporter qu'un prolétaire Saiyan le bat, lui le prince. C'est toute sa problématique à ce personnage là. C'est quelqu'un qui est un surdoué. Goku n'est pas un surdoué. Goku n'est pas un génie. Goku est un gars qui était très faible à la base. Il est faible, et c'est pour ça qu'on l'a envoyé sur Terre, parce qu'il est le Saiyan le plus faible de l'histoire. Vegeta est le Saiyan le plus doué de l'histoire. C'est pour ça que le combat, même contre le premier combat, est symbolique, parce que à ce moment T précis, quand vous voyez les gars à la précise, ce sont les deux Saiyans purs qui sont là. Les deux Saiyans purs de toute la galaxie qui sont vivants là. Le plus faible de l'histoire qu'on a envoyé sur Terre, parce que on se disait qu'il est tellement faible qu'il n'y a que la Terre qui peut dominer. Et l'élite, le fils du roi Vegeta, le prince, celui qui surclassait sa génération, celui que Freezer trouvait que c'est un potentiel hors norme qu'il faut utiliser. Et tout. Et c'est ces deux-là qui s'affrontent, et ce que l'autre ne supporte pas, c'est que le prolétaire, le faible, le truc, l'a su passer. Et pourquoi il l'a su passer, et qu'est-ce que Goku, c'est même un peu ça que je voulais faire un sujet personnel un peu sur le truc de Goku, mais je vais l'ajouter là carrément dans le truc des Saiyans que je suis en train de parler. Le personnage de Goku incarne que des valeurs positives que les enfants peuvent apprendre. Pas seulement les valeurs de ne pas lâcher ou quelque chose, mais les valeurs de comment évoluer dans la vie. C'est-à-dire Goku, c'est quelqu'un qui apprend un des autres. Deux, il est ouvert aux autres. Il a des amis de tous bords. Il n'est pas raciste.
Regardez l'entourage de Goku, tu vois un gars avec un œil, tu vois un Namek, tu vois un... C'est des anciens ennemis qui sont devenus ses potes. Krillin à la base c'est un rival, mais c'est devenu son meilleur pote. Tous les combattants de Goku, tous les personnages que Goku rencontre dans la vie, c'est des anciens ennemis devenus potes. Yamcha, comment il s'appelle, Tenchi Han, etc. C'est des amis. Piccolo, c'est Vegeta après, c'est des adversaires qui sont devenus des amis. Et il essaie toujours plus ou moins d'apprendre eux, parce que Goku ne se combat pas pour être le meilleur. Goku combat pour tester ses limites. Quelles sont les limites qu'il a? Qu'est-ce que les trucs? Et c'est ça qui le motive. Et ce qu'il est aussi beau avec le personnage, c'est qu'il apprend de tout le monde. Il a des mentors différents. Son premier mentor, c'est Tortue Géniale, et c'est même celui qui définit même un peu sa philosophie du combat. La Tortue Géniale, on peut parler aussi de son grand-père Gohan, on peut parler encore de Maître Kaio, on peut parler encore de... Qui est encore là? Énormément, des quatre là, c'est les maîtres, il a des maîtres différents. Et en plus, il a des techniques différentes qu'il a. Kaioken, comment on appelle encore, Kamehameha appris par Tortue Géniale, Kaioken appris par Maître Kaio, la morsure du soleil qu'il a piqué chez Tenchin Han, énormément de codes comme ça, et ce qui montre vraiment la différence entre les deux personnages, Goku et Vegeta, c'est le moment où il revient dans la saga. Je vais sauter un peu la saga, la saga des cyborgs. Vous vous rappelez un peu quand il revient dans la saga des cyborgs là, il ne vient pas avec sa tenue. Il vient dans la tenue de la planète des extraterrestres dans laquelle il a habité pendant un moment donné. Et tout. Il vient avec cette tenue là. Et au lieu de sa tenue de base, parce qu'il a adopté la culture qu'ils ont. Et de ces gars là, c'est un groupe d'extraterrestres qui ne sait pas se bagarrer. Ils ne sont pas des combattants, ils ne sont pas des trucs et autres et tout. Mais Goku, malgré cela, il a quand même appris à leur transmutation instantanée. Il a dit oui, ils ne savent pas se battre, mais ils ont une technique qu'ils ont, que je vais essayer d'apprendre. Et il a appris la technique de la transmutation instantanée chez eux. Et c'est comme ça qu'il a ajouté ça. Donc ça vous dit son ouverture d'esprit. Maintenant, on met le même contexte. Vegeta rencontre ces gars-là. Qu'est-ce que Vegeta va faire? Il va les tuer. Il va dire, ah, vous êtes trop faibles. Et vous n'êtes pas des combattants, vous n'êtes pas dignes de vivre. Je vais vous assassiner. Comme il a assassiné les Namek là. Comme il a assassiné les gars dans chaque planète qu'il passe. Et tout parce que il n'a pas un regard sur la culture des autres. Tant que la culture des autres ne renvoie pas de la puissance ou du pouvoir, il n'a pas un regard fort sur ça. Il ne cherche pas tout, alors que l'autre, il essaie quand même d'apprendre la culture. Et c'est pour ça que le personnage de Goku est un personnage qui est mal compris des téléspectateurs. Trop mal compris. Il est trop mal compris. Les gars ne comprennent pas du tout qu'est ce personnage-là. Les gars te disent, ouais, Goku c'est comme Messi, c'est un talent truc. L'autre c'est Cristiano Ronaldo, c'est Vegeta et Cristiano Ronaldo. Non, vous êtes complètement à côté de la plaque avec vos comparaisons bidons là. Si vous voulez faire une comparaison footballistique, je vous l'ai déjà dit même, je crois que je l'avais dit sur le sujet de Cristiano Ronaldo une fois. Faites les comparaisons footballistiques en comparant Benzema et Ben Arfa. Benzema c'est un Goku, Ben Arfa c'est un Vegeta. Si vous voulez, Quaresma et Cristiano Ronaldo. Quaresma c'est un Vegeta, Cristiano Ronaldo c'est un Goku. Cristiano Ronaldo a appris des autres. Je n'aime pas son individualisme sur beaucoup de choses, mais il a appris des autres. Il s'est fait des mentors, que ce soit les coups francs qu'il a appris, c'était les Pirlo, que ce soit les sens du but, Van Nistelrooy, que ce soit comment on appelle ça, la ceinture abdominale qu'il a truc, c'était comment il s'appelle, Forlan. Vous connaissez l'histoire du gars, je sais même pas, vous qui êtes face au NDC, vous n'avez même pas compris comment le gars s'est construit. Et tout. C'est ça. Et le personnage de Goku, c'est quelqu'un qui s'inspire des autres. Vegeta, non. Vegeta s'entraîne seul. Il s'entraîne même pas avec son fils. Regardez même dans la saga des cyborgs. Le boy s'entraîne avec tout seul dans la salle. Là, il laisse son fils là-bas de l'autre côté. Alors que l'autre, il s'entraîne avec son fils et ils deviennent plus forts tous les deux. C'est la différence entre les deux. Non, est un individualiste. Et c'est ce que le personnage apprend à la fin. Quand il dit tu es le number one. C'est là la scène clé du personnage, de l'évolution du personnage de Vegeta. C'est là où le personnage de Vegeta a une évolution
positive, c'est quand il comprend pourquoi Goku le battait. La scène là de la fin de la Dragon Ball Z sur l'arc au bout là, il est dit tu es le number one là. C'est la scène la plus importante, même une des scènes les plus importantes pour le personnage de Vegeta. C'est là où il y a un développement du personnage magnifique, parce que le gars comprend pourquoi il est meilleur. Et c'est le message que l'auteur veut nous faire passer, que devenir bon, ce n'est pas rester dans son coin et autres et tout, c'est s'entourer de personnes qui peuvent nous élever et être ouverts aux autres. C'est ça que le personnage de Goku apprend. Mais les mecs sont là, ouais, l'autre il grind, il hustle, ils n'ont rien compris. Comme d'habitude, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien truc. Mais bon, si chacun a son truc, si ça vous a parlé, tant mieux. Là, on va dire encore que j'aime faire monsieur, je sais tout là. Mais comme d'habitude, je trouve que les gens se taper à côté un peu sur l'analyse un peu du personnage de Goku, un peu et autres et tout, qui est le plus beau personnage de l'histoire du shonen. Plus je grandis, plus je vieillis, plus je me dis, mais c'est vraiment un modèle pour les enfants d'avoir un gars comme ça, d'avoir un personnage comme ça peut forger vraiment positivement les enfants, je trouve. Moi, c'est en tout cas mon avis. Et globalement, c'est un peu ça que pour revenir à l'arc des Saiyans, que l'arc des Saiyans de Freezer un peu renvoie un peu. Et plus ou moins un peu dans l'arc de Freezer, dans le développement aussi du personnage de Goku, parce qu'on dit que Goku n'a pas de développement. Ça, c'est un autre truc que j'hallucine quand j'entends ça, souvent dans les fans de manga. Ouais, Goku, c'est un personnage qui n'a pas été développé. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous regardez? Il y a du développement tout le temps sur le personnage, tout le temps. Et le développement du personnage, c'est vraiment dans l'arc, non seulement dans l'arc des Saiyans, mais l'arc de Freezer aussi, où il commence à comprendre, il commence à embrasser la nature de qui il est et son héritage. Son héritage qui est l'héritage des Saiyans, qui est l'héritage des trucs. Où, quand il combat Freezer, ce n'est plus le terrien qui combat, c'est le fils de Saiyan qui combat Freezer. C'est pour ça qu'il y a la symbolique de devenir, que le personnage devient Super Saiyajin là. La symbolique du Super Saiyajin, c'est le gars qui embrasse finalement la culture de son sang. C'est ça la symbolique de la transformation là. La transformation là, que vous voyez là, qui arrive plus aux gens là. Il y a une symbolique forte de dire que le personnage embrasse enfin sa culture. La culture que, quand vous voyez dès les premiers épisodes de Dragon Ball Z, avec l'apparition de Raditz, rejette complètement. Mais avec l'explication que Vegeta lui donne de ce qui est arrivé aux Saiyans, de ce qui est arrivé aux guerriers de l'espace, comment ils ont été trucs et autres et tout, et comment ils ont été trucs, et de comprendre un peu le truc quand Vegeta en larmes là, Goku commence à embrasser sa culture Saiyan, et jusqu'à la fin de l'arc, il va embrasser ces deux cultures Saiyan d'origine mais terrien d'adoption. Et c'est ces deux mix de cultures qui va commencer à développer jusqu'à la fin, là où Vegeta a une transformation inverse. Il est un Saiyan pur et autres et tout, qui commence à comprendre l'humanité que les terriens peuvent avoir, et c'est comme ça que lui aussi, plus Vegeta avance, plus il devient plus ou moins dans la philosophie des terriens, et plus Goku avance, plus il devient dans la philosophie un peu des Saiyans. Et c'est ces deux parallèles un peu dans la culture, le thème de l'identité un peu qui était déjà introduit dans l'arc des Saiyans, qui est l'arc qui introduit ce thème là, que j'aime beaucoup et tout. Et c'est pour ça que c'est un arc que je trouve vraiment fantastique, parce que cet arc là parle de beaucoup de choses, même qui peut même beaucoup de choses pour les Japonais, hein. Beaucoup de choses pour les Japonais, hein, parce que déjà les Japonais un peu à partir des années 80 et 90, il y avait beaucoup ce problématique entre un Japon qui s'émancipe économiquement très vite et qui entre très vite un peu dans la modernité, tout en ayant peur un peu de mettre de côté un peu les traditions et autres. Les années 80-90 au Japon, la problématique était beaucoup ça, et ça se ressent dans les œuvres de manga et peut-être même les œuvres de cinéma qu'on voit, mais les œuvres de manga en tout cas ça se ressent beaucoup. Tu peux le voir dans Ranma, tu peux le voir dans Dragon Ball aussi. Dans Ranma aussi, j'essaierai de vous faire un sujet un peu pour vous expliquer un peu la dynamique un peu tradition modernité qui a pu avoir un peu et autres et tout, par rapport à la culture de l'identité aussi qu'il y a dans Ranma. Ranma, le thème principal c'est la culture de l'identité aussi, plus ou moins. Et la position des femmes aussi, quelque chose, c'est très féministe aussi, Ranma. Ça, je le presse un autre jour. Mais c'est totalement l'arc Z
développe totalement ça sur l'arc des Saiyajin, et c'est pour ça que je trouve que c'est l'un des plus bels arcs de l'histoire du shonen, parce que ça a transformé complètement les shonen après. Ils se basent encore, la plupart des shonen et que tout se base encore de cet arc là pour écrire leurs histoires encore, ça je peux le voir et tout. Et j'avais envie de faire un peu plus ou moins ce sujet là pour parler un peu de cet arc là. Je sais pas, je pense que je vais le mettre encore sur Patreon, encore ce sujet là. Et c'était un peu le truc. J'essaierai un peu de faire encore d'autres trucs sur les arcs un peu de Dragon Ball que je peux kiffer encore, ou bien les arcs de manga, au lieu de parler de manga, des arcs un peu particuliers qui m'ont plu. J'essaierai un peu de faire un peu sur d'autres, un peu et tout, et je pense que ça pourrait être un peu sympa. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon, et à plus pour d'autres aventures.